La plupart des entrepreneurs, quand tu leur demandes ce qui les motive, ils vont te dire tout sauf l'argent. Alors que voilà, la majorité d'entre eux, ils le font en tout cas en grosse partie pour l'argent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on a changé un peu de cadre. On est chez Yomi, qu'on reçoit aujourd'hui. Je pense que vous le connaissez bien évidemment. Yomi, bonjour. Bonjour. Alors Yomi nous a invités chez lui parce qu'on avait une interview à faire ensemble aussi. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Yomi, parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui traitent de toi en général sur YouTube. Mais je me suis rendu compte que la plupart des gens ne s'intéressent pas forcément à l'entrepreneur en lui-même, du petit garçon jusqu'à qui tu es devenu jusqu'aujourd'hui, tu vois. Et je pense que ça peut être intéressant de creuser dans ta tête pour qu'on aille récupérer ces petits éléments. Donc on va commencer avec une question, c'est d'abord la chose qui te drive dans la vie. J'ai vu que c'était un peu l'argent bien évidemment, mais aussi le développement personnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des désirs plus profonds que tu n'as jamais vraiment mentionné parce que tu n'oses pas le faire dans les caméras en général? Ouais, déjà, je trouve que c'est important de mentionner l'argent parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrites en France, sur YouTube, dans les interviews. La plupart des entrepreneurs, quand tu leur demandes ce qui les motive, ils vont te dire tout sauf l'argent. Alors que voilà, la majorité d'entre eux, ils le font en tout cas en grosse partie pour l'argent. Et c'est un truc que j'essaye à chaque fois de dire. J'essaie d'être transparent par rapport à ça parce que j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas le fait de essayer d'apparaître moralement supérieur aux autres. Donc non, moi, il y a une énorme partie de ce que je fais qui est motivée par l'argent. J'ai toujours voulu être riche depuis que je suis gamin. J'ai grandi dans une famille assez pauvre et j'ai ressenti ce manque très fort. Je me souviens, quand je devais avoir 10 ans, pleurer et dire à ma mère que j'aurais aimé naître dans une famille plus riche, tu vois, dans des trucs. Je ressentais vraiment ce manque et j'ai toujours eu en tête, il faut que je devienne riche, il faut que je devienne riche. Et c'est ça qui m'a motivé au début de lancer mon business, c'était principalement d'avoir de l'argent. Mais je pense que c'est deux choses par rapport à l'argent. C'est ce que je peux avoir avec l'argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient l'argent comme quelque chose de mal. Et en fait, l'argent, c'est pas mauvais ou positif. Ça peut être les deux, mais ça dépend de ce que t'en fais en fait. Donc tu peux utiliser l'argent pour aider des personnes qui sont dans le besoin, donc tu peux l'utiliser pour faire les choses les plus nobles et les plus altruistes qui existent, et tu peux aussi utiliser l'argent pour faire des choses qui sont extrêmement négatives. Donc moi je pose pas vraiment de valeur sentimentale sur l'argent, c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet argent, et l'argent ça me permet d'avoir la liberté de faire ce que j'ai envie, d'avoir ce que je veux, d'aller où j'en ai envie, et c'est cette liberté qui était très importante pour moi. Mais au-delà de ça, l'argent c'est aussi en quelque sorte un score. Je suis quelqu'un de très compétitif. Quand j'étais gamin, j'étais dans le foot. Un grand joueur. J'étais pas mal, franchement j'étais pas mal, mais j'étais pas le meilleur. Il y a certaines personnes qui étaient bien meilleures que moi, mais je me débrouillais pas mal. Et parce que j'étais à fond dans la compétition, je m'entraînais beaucoup plus que tous les autres, je prenais mon sommeil plus au sérieux que les autres, mon alimentation plus au sérieux que les autres, je faisais des entraînements pour moi tout seul, j'allais m'entraîner dans la rue, etc. Et donc j'ai réussi à atteindre un bon niveau, mais c'est parce que j'étais très compétitif. Et en fait, cette compétition dans le foot, et dans plein d'autres aspects que j'ai eu dans ma vie, au final, elle s'est aussi appliquée au business, et le business, c'est une énorme compétition. Et au foot, la personne qui est la meilleure, c'est la personne qui marque le plus de goals, qui finit premier du championnat. Et dans le business, la personne qui est la meilleure, c'est la personne qui a le plus gros chiffre d'affaires, le plus gros bénéfice dans son entreprise. Donc il y a beaucoup de personnes qui voient l'argent comme j'ai envie de m'acheter une Rolex, mais c'est pas que ça. C'est aussi, est-ce que cette année tu as performé dans ton business? Est-ce que tu t'es dépassé? Si moi, cette année, je fais 50% de chiffre d'affaires de plus que l'année précédente, je sais que j'ai fait une bonne saison, entre guillemets. Donc c'est aussi ça qui est important pour moi. Et puis au-delà de ça, tu as parlé des autres motivations au-delà de l'argent. Je pense que je suis quelqu'un qui adore l'optimisation. Je pense que c'est vraiment... L'année passée, j'ai eu quelques problèmes de santé et du coup, j'ai parlé à beaucoup de psychologues et j'ai parlé à la psychologue de Johnny Depp. L'année passée, il y a eu... Pierre, j'essaye d'avoir... Un truc qui est cool avec l'argent, c'est que tu peux avoir accès à des personnes que tu n'aurais pas accès habituellement. Et donc, dans chaque aspect de ma vie que j'essaie d'améliorer, j'essaie de trouver quel est le meilleur expert que je peux avoir et je lui parle directement. Et des fois, ça coûte très cher, mais je pense que ça en vaut la peine. Et je préfère utiliser mon argent pour ça que pour acheter
un habit de marque par exemple. Je préfère payer 1500 balles pour parler à un psy ou à un expert en nutrition plutôt que payer 1500 balles pour acheter un pull Gucci quoi. Donc ouais, j'hésite pas à dépenser dans ce genre de domaine et du coup j'ai pu parler à la psy qui est, tu sais, il y avait le procès de Johnny Depp ah oui, partout avec sur Amber TikTok. Heard et tout, ouais. Et ben c'est une des expertes qui est venue et voilà, elle est super bonne dans ce qu'elle fait et donc j'ai fait quelques consultations avec. Et ça a été formateur? Ouais, justement un des trucs qu'elle m'a appris sur moi, elle me posait des questions et elle m'a dit en fait voilà, j'ai l'impression que toi ce que t'aimes profondément, ce qui te motive le plus, c'est d'optimiser les choses, c'est d'améliorer les choses. Et en fait elle avait totalement raison et je le remarque maintenant, typiquement quand je regarde une série ou un film, tu sais, à chaque fois l'acteur principal il est en train de réussir et tout d'un coup il foire, genre il se remet à boire alors qu'il est alcoolique ou il prend une mauvaise décision. Et moi ça me frustre tellement ça, tu sais, je suis en mode non, pourquoi tu fais ça? Il faut que tu améliores ta vie, il faut que tu réussisses quoi. Et c'est la même chose dans la mienne, c'est la même chose dans la vie de mes potes, c'est la même chose dans mon business, c'est la même chose dans tout ce que je fais. En fait j'ai envie d'améliorer les choses et je suis passionné par ça. Et donc mon activité principale c'est mes business et donc j'ai juste envie de les améliorer, j'ai envie de les pousser le plus loin possible, d'optimiser les systèmes, etc. Je pense qu'il y a ça. Ouais, je pense que c'est ça mes deux motivations principales. Il y a un truc que j'ai appris aussi parce que j'ai eu l'occasion de le faire, mais tu as aussi des associations. Même si des associations, on va rentrer dans les détails, mais tu communiques peut-être un petit peu sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens qui disent il fait des millions, il fait ci, il fait ça. Il y a pas mal de critiques autour de ça. Après, on n'est pas là pour les juger, mais est-ce que les gens, tu penses, ont déjà pris le temps d'aller regarder vraiment ce qui se passait? On sait bien que c'est non, mais je veux dire... Ouais, non, après j'ai longtemps hésité par rapport à ça, parce que ça fait un moment que j'ai une association principalement. Ouais. C'est en Afrique. Ouais, c'est ça, au Nigeria. En fait, le truc, c'est que j'ai deux parties de moi qui se contredisent. J'ai une partie de moi qui dit, c'est pas parce qu'il y a des gens qui parlent de ce genre de trucs pour se donner une bonne image et qu'ils sont hypocrites et que t'as pas envie d'être comme eux que tu dois pas le faire, parce qu'en soi mon but c'est d'inspirer les gens, c'est d'essayer de motiver et je trouve que c'est super d'avoir une influence positive et de redonner et d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Et donc j'ai envie de le montrer et de partager ça avec le plus grand nombre de personnes possible. Donc il y a une partie de moi qui se dit ouais vas-y, il faut y aller, parle-en, motive les gens, partage cette expérience avec ta communauté. Et il y a une autre partie de moi qui me disait, par expérience, la plupart des gens qui parlent de charité, qui font de la charité, etc., c'est des gens qui le font juste parce qu'ils ont envie de se faire bien voir. Et j'ai pas envie d'être catégorisé comme ça, parce que franchement, si je pouvais en parler à personne, je le ferais. Ça, je le fais pour moi, je le fais pas... Tu sais, si j'en avais quelque chose à foutre de ce que pensent les gens de moi, je ferais pas des vidéos sur YouTube qui parlent de comment gagner de l'argent, tu vois. Ouais, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais les choses pour moi, je fais ce qui a l'air juste selon mes valeurs, et j'ai pas envie de faire des choses parce que je pense que les gens vont penser ça par rapport à moi. C'est pas une bonne manière de vivre sa vie, je pense. Donc j'ai ces deux parties qui se battent en moi, mais au final, je me suis dit bon, je vais en parler. Je pense que ça peut aider les gens, ça peut motiver les gens, et je vais surtout continuer à le faire. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu envie de donner toute ma fortune, ou en tout cas 90% de ma fortune, à des associations quand je meurs. Tu nous fais pas juste une FTX après? Exactement, maintenant je peux plus le dire parce que ça a une mauvaise réputation à cause de Sam Bankman-Fried. Que d'ailleurs j'aimais bien à cause de ça. Je me suis dit, il a l'air chelou ce mec, mais j'ai la même philosophie, donc bon. Et après, quand on a découvert ce qui se passait derrière, c'était pas ouf. Des cadavres dans les placards. Ouais, et Oussama il me disait que justement les gens qui disent ça souvent, et c'est pour ça aussi, tu vois, parler de charité, la plupart des gens qui parlent du fait qu'ils donnent, etc., il y a un côté malsain chez eux, donc j'ai pas envie d'être comme eux. Mais non, moi j'ai pas envie de donner mon argent à mes enfants. Parce qu'un des trucs une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie, c'est de naître pauvre. Et de devoir monter, et de devoir me battre, et de justement avoir ce combat où j'essaie d'améliorer ma vie, et voilà, d'avoir des échecs, des réussites. C'est ça qui rend la chose belle. Si j'étais déjà né avec une super situation, je pense pas que j'aurais pu avoir tout ce parcours, tout ce chemin. Et j'ai pas envie d'empêcher mes enfants d'avoir cela, et j'ai surtout pas envie de les gâter, et de pas leur inculquer le goût du travail et de la remise en question. Donc, qui se débrouillent par eux-mêmes pour monter leur propre fortune. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu donner
presque tout mon argent quand je meurs, et j'ai aussi envie de dédier une grosse partie de ma vie à aider les personnes qui naissent dans une situation plus compliquée que la mienne. Il y a plein d'associations, il y a plein de manières d'aider, de faire de la charité. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de donner les mêmes chances à tout le monde. Je suis convaincu, pour moi, les personnes qui sont fainéantes, les personnes qui se donnent pas les moyens et qui sont dans une situation de merde, pour moi, ça me pose pas un problème. Genre, si t'es pas prêt à travailler, si t'es pas prêt à faire des efforts, eh bien, tu dois avoir une situation de merde. Parce que c'est que si c'est la merde quand tu fais rien, que tu vas être motivé à faire quelque chose pour que ce soit bien. Et moi, ce qui m'énerve par contre, c'est les personnes qui sont prêts à travailler, sont prêts à faire les efforts, qui sont à fond dans ce qu'ils font, mais qui quand même ne peuvent pas réussir. Parce qu'ils naissent dans un endroit, ils naissent avec une situation de vie, où même avec de la bonne volonté, même avec la détermination, même avec la discipline, on ne peut pas réussir, ou on a besoin quand même d'une grosse part de chance. Et c'est notamment le cas en Afrique. Donc vu que je suis nigérian, je me suis dit que j'allais essayer de, à mon échelle, rééquilibrer la balance pour quelques personnes. Et donc j'ai une association où on donne accès à Internet, on donne accès à des ordinateurs, à des ados, parce que je pense que c'est là où tu peux faire la plus grosse différence dans la vie de quelqu'un, entre 12 et 18 ans. Ouais, ils peuvent apprendre à se développer avec Internet. Exactement, et on leur file accès à tout ça, et on leur donne des cours sur toutes les nouvelles technologies, apprendre à coder, apprendre à utiliser l'IA, apprendre à utiliser data science. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de curriculums différents, et chaque an on prend plusieurs élèves, on les aide, et voilà, c'est ouf parce que je suis allé et voir l'impact que ça a, et voir aussi que vraiment ils chérissent cette opportunité et ils font quelque chose avec, parce qu'ils étaient ultra motivés, ils se donnaient, on voyait que c'était des gens qui avaient envie de réussir. Et ce qui est bien avec le Nigeria, c'est qu'il y a une mentalité quand même bien anglophone, bien anglo-saxonne, américaine, où on est quand même en train d'essayer de réussir sa vie, on est ambitieux, on n'a pas honte d'être ambitieux, on n'a pas honte d'avoir envie de faire de l'argent. Et donc on a fait passer des tests, et on a aussi recruté les personnes qui étaient les plus motivées. Mais parmi tous les élèves qu'il y avait, je voyais qu'ils avaient tous le bon mindset, ils étaient humbles, ils étaient déter, et je suis sûr, après avoir été sur place, que ce qu'on a fait en leur donnant ces infos, donnant accès à ce matériel, ça va avoir une influence positive pour eux. Tu as parlé d'une certaine façon de la méritocratie. Ouais. Après, c'est vrai que dans la méritocratie, pour l'avoir constaté sur beaucoup d'entrepreneurs, il y a des fois aussi un facteur qui est le facteur chance, qui est assez délicat à mettre en place, et qui peut aussi conduire à ce que les personnes, même si elles font le meilleur, elles ne réussissent pas parce qu'elles ne sont pas tombées sur les bonnes personnes, et tout un tas d'autres choses. Toi, qu'est-ce que tu ferais si, imaginons, tu as déjà fait plein d'itérations, tu as déjà essayé de te connecter avec plein de gens, tu as déjà essayé tout ce qui peut se trouver déjà sur Internet. Quelle serait pour toi, du coup, la solution après face à ça, quoi? Je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus, en fait. Ouais, quand tu fais des stats, un des cours vraiment que je suis content d'avoir pris à l'université, je pense que 90% de ce qu'on apprend à l'université, c'est pas vraiment utile dans la vie et dans le business, mais un des cours qui m'a vraiment aidé à changer ma vision du monde, c'est le cours de stats. Parce que tu apprends à mieux penser, tu apprends à mieux analyser, et ça aide énormément. Et notamment en stats, ce que tu vois, c'est qu'il y a un facteur de hasard. Mais ce facteur de hasard... Probabilité de réussite et chance de succès, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, et en fait, par rapport à toutes les stats différentes, tu as une part de hasard. Donc par exemple, imaginons tu as une distribution normale, donc prenons par exemple la taille. Les gens, ils font en moyenne 1m75, peut-être un peu plus, et voilà, tu as des gens qui sont super grands, des gens qui sont super petits. Si tu prends une seule personne, tu as beaucoup de chances que ce soit pas la moyenne. Tu vois, tu vas peut-être tomber sur quelqu'un de très petit, quelqu'un de très grand, peut-être quelqu'un qui est dans la moyenne. Voilà. Mais si tu prends 10 000 personnes et que tu fais la moyenne, tu vas arriver à 1,75 pile. Et dans le business, c'est la même chose. Si tu essayes une fois, tu peux avoir énormément de chance et ça peut fonctionner du premier coup. Imaginons, tu as pris une seule personne, tu es tombé sur la personne qui fait 2 mètres. Ok, ça c'est le hasard, voilà. Tu as de la chance. Si tu essayes une fois, tu peux aussi avoir énormément pas de chance. Donc tu essayes et ça foire. Même peut-être tu tombes dans la merde, tu as des dettes, etc. Ça peut vraiment être la merde, tu vois, si tu vraiment pas de chance. Comme quand tu prends une personne au hasard, tu peux tomber sur une personne qui fait 1m50. Mais si tu prends 10 000 personnes, si tu essayes et tu réessayes de lancer ton business, peut-être que tu vas être dans les personnes pas chanceuses et tu vas échouer 6 fois de suite, même si c'est super peu probable. Mais au bout d'un moment, tu vas réussir. Et je pense que le business, c'est la même chose.
Si t'essayes, et t'es pas con, tu fais pas genre 10 fois la même chose. Si t'essayes d'apprendre de ce que t'as fait faux, et tu relances, t'itères, tu continues, tu réapprends, tu te réaméliores, etc., sur un assez grand horizon de temps, tu vas réussir. Sur 10 ans, tu vas réussir. Si pendant 10 ans, tu essayes et tu réessayes et tu apprends et tu continues à lancer ton business, tu vas réussir. Si tu essayes pendant 1 an, 2 ans, peut-être pas si tu es malchanceux. Et ben, mon business, c'est la même chose. Ouais, j'avais vu, il y avait un entrepreneur qui avait parlé du paradoxe de l'entrepreneur, c'est d'apprendre à mettre les mains dans la merde pour aller chercher des petites pépites d'or et de les manger. Et finalement, ensuite, de garder ce goût en bouche pour se dire, bah voilà, être entrepreneur, c'est ça, mais c'est aussi savoir le savourer quand tu as une réussite, tu vois. Ouais. C'est à peu près la même chose, ouais, effectivement. Ouais, non, c'est ça, tu dois t'habituer à... Parce que voilà, c'est difficile, c'est peu probable que tu réussisses du premier coup, très peu probable. Il y a des gens qui réussissent du premier coup. Mais faut t'attendre à te prendre 3-4 échecs dans la gueule avant d'avoir une réussite. On va faire un petit saut dans le temps. Ouais. On va embarquer dans une machine dans le temps ensemble, on appuie sur un bouton, tac, t'as 80 ans. Ok. Pour nos amis suisses et belges, 80 ans. 80. Donc, on est arrivé à cet âge fatidique. Tu regardes le passé, ok. Quelle serait pour toi la situation qui fait que, à 80 ans, quand tu regardes dans le passé, tu te dis j'ai réussi et qu'est-ce que tu aurais ? De toute façon, ma connaissance, ce sera jamais t'as réussi ou t'as pas réussi, tu vois. Ce sera une équipe de foot. T'es plus ou moins content, t'es plus ou moins pas content. Mais non, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-jugent en fonction de leurs résultats. Je pense que c'est une grosse erreur. Beaucoup de personnes qui se disent si j'ai fait X de chiffre d'affaires, j'ai réussi. Si j'ai une fortune de X, j'ai réussi. Si j'ai ce genre de copine, j'ai réussi. Si il y a X personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai réussi. Mais le problème avec ça, c'est que le résultat, c'est jamais à 100% en ton contrôle. Il y a une part de chance, il y a une part de hasard, etc. Alors qu'il y a une chose qui est à 100% en ton contrôle, c'est les actions que tu fais. Et donc, je préfère me juger sur les actions que j'ai faites plutôt que sur les résultats que j'ai obtenus. Et donc, je pense qu'à 80 ans, je penserais que j'ai réussi si j'ai vécu la plupart de mes années, la plupart de mes semaines, la plupart de mes journées en accord avec mes valeurs. Et mes valeurs, c'est quoi ? C'est d'être discipliné, c'est de travailler, c'est de profiter du moment présent, c'est de me donner à 100%. Et ces choses-là, elles sont à 100% en mon contrôle. C'est moi qui décide si demain je fous rien, je reste sur TikTok, sur Netflix, ou si je vais travailler. C'est moi qui décide si demain je choisis la facilité, je m'énerve sur une personne au lieu de pas m'énerver. C'est moi qui décide demain si j'ai une bonne relation avec mes proches, avec mes amis, etc. C'est à 100% de mon contrôle. Donc si à 80 ans, je peux me regarder en arrière et me dire Yomi, t'as pas tout réussi, mais chaque jour t'as essayé de faire de ton mieux, il y a eu plus de bonnes journées que de mauvaises journées, mais je pense que je serai satisfait. Peu importe si j'ai 1 milliard ou si j'ai 100 000 balles, tu vois, je suis en dette de 100 000 balles. Ouais, moi sur les valeurs, je rebondis parce que j'en ai 3, c'est l'intégrité, la loyauté et l'honnêteté. Sur celles que tu as bâties, en fait, elles se sont... Est-ce qu'il y en a que tu avais au départ qui ont quand même beaucoup évolué à cause de... on parlait d'échecs il y a quelques minutes, ouais. À cause de ce genre de choses. Et qu'est-ce qui a conduit à que tu te dises, effectivement, celle-ci était peut-être pas l'une des bonnes à choisir ? Je pense pas que j'en ai enlevé. Je pense que, tu vois, d'être ambitieux, d'avoir de grands objectifs, etc., c'est très bien. Okay. Moi, je vise haut, je continue à viser haut, je continuerai d'essayer d'aller dans les étoiles. Je pense que c'est... Mais essayer, tu vois, je me dis pas, si j'ai pas fait 1 milliard, je suis en moins que rien. Si j'ai pas fait X millions cette année, non, c'est pas ça. C'est juste, t'essayes du plus fort que tu peux. Si ça fonctionne pas, mais t'essayes, tu vois, d'avoir l'ambition. Il y a plein de gens, ils essayent même pas, tu vois. Ils ont même pas cette valeur de l'ambition. Ils disent, ça sert à rien, c'est pas possible, etc. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Ça me fait penser, d'ailleurs, j'ai vu sur TikTok l'autre jour un gamin de 7 ans et il regarde sa mère et il lui dit « Maman, tu peux réussir à tout faire dans ta vie. Si tu as envie de devenir une chanteuse, tu peux réussir à devenir une chanteuse. Si tu as envie de t'améliorer, tu peux réussir de t'améliorer. Si tu as envie d'avoir plus d'argent, tu peux avoir plus d'argent, tu peux avoir une promotion. Tant que tu crois en toi, tu peux réussir. » Et le gamin, il a 7 ans. Ouais, il a compris ça et ça fait tellement kiffer. Et c'est ce que j'ai envie de passer à mon fils parce qu'on vit dans une société où la plupart des enfants, c'est l'inverse. Les mecs, ils ont 12 ans, leurs rêves, ils sont déjà niqués. Parce qu'on a tellement de personnes aigries, tellement de personnes qui... Tu sais, souvent, je le dis à chaque fois, moi, on me traite de vendeur de rêves. Et je suis là, oui, je vends des rêves, les gars, foncez, essayez. J'ai envie de faire croire
à tout le monde qui peuvent réussir. Et je pense que oui, pas tout le monde va réussir, c'est clair. C'est clair, pas tout le monde va réussir. Mais c'est mieux de vivre dans une société. C'est mieux que chacun vive sa vie en pensant qu'il peut réussir. Et en essayant de réussir, plutôt qu'en se disant que j'ai déjà foiré avant même d'avoir commencé. Donc oui, moi je dis aux gens, oui, tu peux lancer ton business en ligne. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas réussir. Mais c'est mieux d'avoir une influence où tu motives tout le monde. Il y a des gens qui essayent, ils arrivent pas et ils ont appris quelque chose. Et t'as des gens qui essayent et ils changent leur vie, comme ça a été le cas pour moi par exemple et pour des centaines de personnes que je connais, plutôt que d'avoir une influence où tu dis à tout le monde oui en fait non c'est compliqué, ouais c'est mieux de se la jouer sûr, non attends je pense pas que t'en es capable, t'es pas assez intelligent, ça c'est la pire chose qui peut exister. Et moi je pense que voilà j'ai eu cette valeur d'ambition pour revenir à ta question, j'ai envie de la garder et je pense pas qu'il y a des valeurs qui sont supprimés au cours de ma vie, mais je pense qu'il y en a qui sont ajoutées. Et notamment une qui est de plus en plus importante pour moi, c'est, tu vois, tu parlais d'intégrité, de loyauté, d'honnêteté. Moi, j'ai pas ces termes-là vraiment, mais pour moi, c'est plus être une bonne personne. Ouais. Tu vois, bah, ça se regroupe. Ça se regroupe, voilà. Ça se regroupe tout. Ouais. Pour moi, et je pense que t'as pas forcément besoin d'avoir de mots dessus. Je pense que c'est juste dans toutes les situations, tu sais. C'est quoi, qu'est-ce qu'une bonne personne ferait, tu vois. Une personne qui a des principes, une personne qui fait le bien. Et j'ai envie d'être, c'est impossible, on est tous imparfaits, tu vois, on fait tous des erreurs, mais j'ai envie d'être le plus possible une bonne personne et quand je rencontre des gens, quand je parle à des gens que je connais pas, d'essayer de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible, tu vois, quand j'ai une interaction avec quelqu'un, quand je fais du business avec quelqu'un, de pas niquer la personne même si je le pourrais, tu vois, de toujours avoir cette vision où j'essaie d'être la meilleure personne possible. Ça, c'est depuis 2-3 ans que de plus en plus, c'est de plus en plus important pour moi. Sur la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé que du coup, tu avais normalement une carrière dans le foot qui était prête à se lancer. Et j'avais relevé que c'était quelque chose qui pouvait éventuellement se faire dans le temps, que si tu continues sur ce chemin-là, forcément, tu vas avoir un peu plus de temps. Parce que pour arriver jusqu'au milliard, il faut aussi charbonner, mais il faut aussi prendre du temps pour soi. Qu'une équipe de foot, peut-être, était à considérer, ou quelque chose comme ça, comme étant entraîneur. Qu'est-ce que tu te rappelles de ça ? Putain, je me souviens plus exactement de ce qu'on avait mentionné, mais non, alors bon, jouer au foot, c'est raté. En tant que joueur, je pense que c'est... tu cours vite. Non, justement. Non, même pas. Non, c'est ça le problème. Franchement, c'est le plus gros problème que j'avais. J'étais pas mal, techniquement, etc., mais j'étais pas rapide. Et j'ai raconté l'histoire, toute mon enfance, je pensais que j'étais rapide parce que je suis Renoir, tu vois. Et dans ma tête, je courais trop vite. Et en Suisse, on n'a pas des centres de formation, mais on a un équivalent qui s'appelle la sélection. En gros, ils prennent les meilleurs joueurs de toute une région et tu vas dans une équipe, tu as plus d'entraînement, etc. Et avant d'arriver là-bas, je jouais dans mon village, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui prenaient le foot très au sérieux, donc ça va, je courais plus ou moins vite. Et on faisait jamais des sprints ou quoi. Et quand j'arrive dans cette sélection, la première semaine, on fait des tests de sprint. On se met tous sur une ligne et on se met à courir. Et on part, et je finis avant-dernier, sur 20 personnes. Et je suis là, non mais attends, j'ai glissé, j'ai pris un mauvais départ. On refait, je finis dernier. Et toute la séance, je me fais laminer par tout le monde. Et il y a des mecs qui étaient petits, il y a des mecs qui étaient gros, il y a tout le monde qui courait plus vite que moi. Et je suis allé vers mon père et je lui en parle, il fait ouais, moi aussi, à l'école, j'étais pas rapide et tout. La compassion. Et ça m'a pas mal handicapé parce que tu vois, le foot, pour le coup, t'as une part de chance, hein, comme dans tout dans la vie. T'as aussi énormément de choses qui sont en ton contrôle, mais voilà, le physique et la vivacité, l'explosivité, la rapidité, c'est assez important. Donc j'arrivais, voilà, techniquement à pallier à mes défauts, mais c'est un des trucs qui m'a, voilà, qui me fait penser que j'avais pas un grand futur dans le foot. Mais ouais, pour le coup, entraîneur ou avoir une équipe de foot, ça ce serait kiffant. Ouais. Ça serait laquelle si t'as une idée précise? Wow. Imaginons, on te pose l'argent tout de suite ici sur la table, t'as la possibilité d'en acheter une qui te ferait rêver, ou même d'aller courir avec Conor McGregor, qu'on avait dit l'autre jour. Franchement, je pense Chelsea. Hein. Chelsea. Ouais. Ok. Ah, c'est pas mal. Il y a les caractéristiques spéciales qui te feraient acheter. Non, quand j'étais petit, il y avait un joueur nigérian qui s'appelait Mikel Obi. Okay. Et il avait le même poste que moi, que ce milieu défensif. Et mon père m'achetait toujours ses t-shirts. Et il jouait à Chelsea à l'époque. J'adorais Mourinho aussi. Et c'est l'équipe que je kiffais quand j'étais gamin et que j'étais vraiment à fond dans le foot. Maintenant, je suis plus trop. Je suis plus trop le foot, donc j'ai pas vraiment d'équipe favorite. Mais à l'époque, c'était vraiment
l'équipe que je kiffe. Ok. J'ai une question qui est assez intéressante parce que on peut considérer le fait que aujourd'hui il y a du succès, il y a de l'argent, il y a de la réussite et il y a de l'inspiration à travers plein de personnes. Mais est-ce que pour autant il y a des expériences que tu as toujours eu envie de faire et que tu n'as jamais pris le temps d'aller faire? Que ce soit toi seul ou par exemple, on parlait de ta famille tout à l'heure, avec ton père et ta mère, avec Canou et tout ça. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais faire mais que je prends pas le temps de faire. Et je devrais en vrai. Il y a tu sais, on a un podcast avec Oussama, il y a un des trucs qu'il a dit que je retiens le plus et qui est tellement vrai, c'est que la plupart des gens ont envie de faire des choses incroyables dans leur vie, mais personne n'a envie de faire des choses incroyables dans ses journées. Et c'est impossible d'avoir une vie incroyable si t'as pas des journées incroyables. Et en fait, on s'obsède sur des objectifs à long terme, mais par exemple, un truc tout con, tu te dis demain j'ai envie de me faire le meilleur barbecue possible. Et tu prends tous tes potes, tu vas prendre de la super viande, tu trouves le spot parfait, coucher de soleil, tu prends un ballon, tu te fais un petit match de foot, les trucs que je faisais quand j'étais gamin. Et putain de journée. Et tu t'en rappelleras probablement quand t'as 80 ans. Mais ce genre de trucs, je prends pas assez le temps de le faire. J'ai un peu mes routines où je sais que j'adore travailler, donc je travaille énormément, j'adore améliorer mes business, je suis à fond là-dessus. Après, j'adore faire la fête, donc je fais la fête avec mes potes. Et j'aime bien voyager, donc je voyage de temps en temps. Mais après, toutes les autres choses stylées que je pourrais faire, et il y en a des tonnes, souvent je prends pas trop le temps de les faire. Mais typiquement, surfer, c'est un truc que j'adore faire. Et aux Maldives, là, je suis allé aux Maldives, je me suis dit, allez, force-toi, ça fait 3 ans que tu sais que tu as envie d'aller surfer, mais tu prends jamais le temps d'organiser ça. Et je l'ai fait pendant 3 jours, c'était le kiff. Ouais. T'as pu améliorer les skills? Franchement, j'étais ultra fier de moi, parce que le surf, c'est un sport très ingrat, très 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 difficile. Je pense que c'est un des sports les plus durs au monde. Tu passes des heures et des heures pour progresser de ça à chaque fois, les gens se rendent pas compte. Moi j'ai surfé pendant des années et tu me vois surfer, tu dis ah bon ça va. Et là j'avais peur que, je pense que ça faisait 5-6 ans que j'avais pas, peut-être même plus, franchement, presque 10 ans que j'avais pas surfé, donc j'avais peur d'avoir tout perdu. Et en fait non, j'ai très vite repris mon niveau de l'époque et après j'ai de la chance parce que les Maldives pour surfer, il n'y a rien de mieux. Et j'ai même progressé un peu, j'étais content de mes vagues vers la fin. Moi, on m'a aussi dit, Yomi s'est organisé des vacances d'une manière solide et bien mouvementée. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Parce que je sais que par exemple, en ce moment, il y a le restaurant qui est en cours de réflexion et autres. Ouais. Mais est-ce que ça t'a déjà passé par l'esprit de te dire je vais organiser une sorte d'agence de voyage qui va faire vivre des expériences aux gens? Parce que moi je sais que j'ai déjà eu aussi cette idée, et si je l'ai eu, il y a fortement quelqu'un qui l'a eu, et surtout à arriver à un autre niveau. C'est trop marrant, j'en parlais à mon frère hier. Ah ok. Pas une agence de voyage, mais organiser les vacances, tu sais, il y a un taf, c'est concierge, où en gros conciergerie de luxe, ouais. Tu travailles pour des clients fortunés et tu gères leurs vacances en gros. Et j'aurais trop aimé faire ça. Bon là tu vois, je vais pas me mettre à faire concert. J'ai rien écouté aux portes ou quoi que ce soit, promis, mais là pour le coup ok. Ah ouais non, et je me disais j'aimerais presque, tu sais, des fois c'est con à dire mais des fois j'ai envie d'être pauvre. Là ils vont hurler. Je vais m'expliquer. Vas-y. En fait le problème qu'il y a quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que c'est super, mais il y a une petite malédiction derrière, où en fait, tu sais que ton temps, il vaut une certaine somme. Je sais qu'aujourd'hui, si je travaille sur mes business, en travaillant un certain nombre d'heures, je peux faire gagner un certain volume de chiffre d'affaires à ma boîte, qui va me rapporter un certain pourcentage de bénéfices. Et en fait, je sais qu'une journée de travail, ça me rapporte un certain montant. Toutes les journées que je passe à faire autre chose que ça, je perds ce montant-là. Prenons un chiffre fictif, si ma journée elle vaut 30 000 euros, je sais que chaque journée où je suis pas en train de travailler sur mes business, je perds 30 000 balles. Donc, ça m'empêche de faire plein de choses. Typiquement, l'idée de conciergerie de luxe, je pourrais le faire, peut-être que même j'arriverai à lancer un truc qui rapporte pas mal d'argent, mais en fait, chaque jour où je suis concentré là-dessus, je perds 30 000, voire même beaucoup plus. Et donc je peux pas le faire. Alors que si tu es pauvre, en fait, chaque chose que tu fais qui génère de l'argent, elle te fait gagner de l'argent. Donc il y a bien plus de travail, d'activité que tu peux faire.
Et donc des fois, j'aimerais bien pouvoir redevenir pauvre pour pouvoir me lancer dans une carrière différente et avoir de nouveau cette ascension. Parce que c'est ça le plus beau au final, c'est l'ascension. C'est quand tu fais un truc et tu commences à progresser et tu deviens... Moi, je sais par exemple que l'année 2020, je pense que dans ma vie, ce sera impossible de vivre des trucs avec une telle intensité que pendant l'année 2020. Tout était mouvementé. Parce que c'est là où j'ai commencé. Bon, je gagne déjà pas mal avant, mais mes business ont bien explosé, ma popularité a bien explosé. J'ai commencé à pouvoir aller dans les plus beaux endroits, aller dans un resto incroyable. C'est incroyable la première fois. La deuxième fois, c'est 50% incroyable, tu vois. Et la 10e fois, c'est 10% incroyable parce que tu t'es habitué. Et je sais qu'en 2020, j'ai vécu des trucs de fou. Et je me souviens avec nostalgie de ces moments-là et je sais que je pourrais jamais les revivre. Et donc ici, je suis pas en train de dire que c'est mieux d'être pauvre que riche, non, loin de là, je préfère largement être riche. Mais un truc de ouf que t'as quand t'es pauvre, c'est que tu peux vivre l'ascension, tu l'as pas encore vécu, tu peux avoir ce changement de vie. Et ça, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Parce que l'ascension, pour ramener juste le contexte là-dessus, c'est que c'est plus la même valeur d'explosion. Parce qu'après, quand tu atteins le million, le multimillion, le centaine de millions, et après le milliard, forcément, tu n'as plus les mêmes types de paliers. Et là, ça demande vraiment des grosses structurations qui sont... c'est plus ou moins facile de passer, de gagner 10 000 euros à 100 000 euros par an. C'est un peu plus difficile de passer de 100 000 à 1 million, mais après... Quand t'es genre à 10 millions et que tu veux passer à 100 millions, c'est voilà. Et de 100 à 1 milliard. Et donc c'est ça. Faire x10 en fait, c'est faire x10 qui te fait kiffer. C'est pas gagner 100 000, c'est faire x10. Et ouais, tu l'as bien dit quoi. Juste pour recontextualiser sur ça aussi, au niveau des entreprises aujourd'hui, je sais pas si on peut donner les noms. Juste e-commerce, je peux pas dire vu que les en e-commerce bien évidemment. Mais de savoir du coup la palette d'entreprises que tu possèdes, celles dans lesquelles tu as investi, pour que les gens puissent se représenter. Bon, alors j'ai Minea, qui est un logiciel de recherche de produits, un SaaS comme on dit. J'ai Mindio, qui est mon entreprise de formation. J'ai plusieurs boîtes e-com, mais je peux pas mentionner les noms parce que comme d'habitude. Mais il faut le dire parce que sinon dans les commentaires il y a un mec qui va non, je ne peux pas mentionner le nom de mes sites e-commerce, sinon on me copie et c'est chiant, très très chiant. Ça m'est déjà arrivé. Surtout qu'avec l'IA maintenant tu peux faire du click and collect quasiment. Et puis les mecs en e-commerce, il y a des mecs, c'est des pirates. Les gars, ils en ont rien à foutre. On sait en plus que j'en connais quelques-uns et tout. Ils sont... Ah non, il y a des vrais pirates dans l'e-commerce. Donc et après qu'est-ce que j'ai des parts dans une agence, j'ai quoi d'autre, immobilier aussi. J'ai de l'immobilier, bon, j'ai de nombreux investissements dans plein de trucs différents, plein d'actifs différents. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. J'oublie, à chaque fois j'oublie des trucs, mais ouais. Parce que juste pour info, comme ça au moins vous le savez, en fait aujourd'hui, la plupart du temps, ce que fait Yomi, c'est de la direction et plus trop d'opérationnel, si je me trompe pas. Donc la plupart des personnes qui travaillent avec toi gèrent le reste du business, pendant que toi tu te contentes de faire des long shots avec peut-être d'autres personnes, des nouveaux développements de business, etc. Voilà. En fait, les compétences que tu as besoin d'avoir au fur et à mesure de ta carrière dans le business, elles changent. Au début, tu dois être un mec de l'opérationnel. Au début, tu dois même être un mec, souvent, qui est juste très bon dans un certain domaine, genre être très bon en marketing, très bon en vente, très bon en développement de logiciels. Très bon, tu vois, en général, au début, tu te spécialises un peu sur un skill. Après, au fur et à mesure que ton business grandit, tu dois devenir généraliste et pouvoir gérer l'opérationnel, tu vas pouvoir gérer tout le business. Et ensuite, la troisième phase, c'est savoir gérer les gens qui gèrent l'opérationnel. Et c'est là où tu as le plus de pouvoir, tu as le plus grand effet de levier, et c'est là où tu gagnes le plus d'argent. Donc en fait, c'est là où je me spécialise aussi maintenant, c'est trouver l'idée, mettre en place l'équipe qui va aller derrière l'idée, inspirer l'équipe qui va aller derrière l'idée, et mettre en place la structure de base. Et ensuite, une fois que tu as lancé tout ça, ton truc il vit. Tu vois, c'est comme si tu éduques un bébé cheval. Au début, tu dois t'en occuper, il sait rien faire, et ensuite le cheval il grandit et il gagne les courses tout seul. Le business, c'est la même chose, tu dois être là au début, et après tu laisses et tu donnes des conseils de temps en temps. Mais t'as plus besoin d'être dans le business ou d'être le business. Et du coup, c'est là où je me focalise la plupart du temps. On va aller sur une partie un peu plus mindset. En ce moment, tu travailles beaucoup au niveau méditation.
Enfin, Ouais. en ce moment, je sais pas si c'est Non, toujours ça le fait cas. longtemps. Oui, enfin, j'ai pas augmenté, quoi. Ça fait 3 ans, je dirais que je médite tous les jours, presque. Ouais. Allez. Allez. En moyenne, je pense 3 jours sur 4. Ok. Ouais. Et quand on s'était rencontrés, je sais pas si tu te rappelles ce que je t'avais partagé, ce que j'imaginais moi quand je faisais mes. Enfin, j'appelle ça des truc de plongeons. la porte, là, avec la pièce. Ouais, en J'ai fait, essayé 2-3 fois, c'est pas mal. un ascenseur Ouais. qui te. Enfin, pour le remettre en avant, c'était un ascenseur que tu appuies sur le bouton, tu te mets dedans, tu descends dans une grande pièce blanche, et dedans, tu mets dans cette pièce blanche ce que tu veux avec des meubles et tout ça. Et il y a une porte qui est à l'autre bout de la pièce, sur le côté ou autre. Tu l'ouvres, et dedans, tu mets tout ce qui t'énerve. Tout ce qui t'énerve, on parlait aussi de stoïcisme et autres, et bien tout ce qui peut te prendre de l'énergie, on le met dans cette porte et on la referme. Toi, dans tes phases de méditation, qu'est-ce que tu fais, en tout cas parce que ça c'est la mienne, mais toi qu'est-ce que tu fais par rapport à ça pour évacuer ce surplus des fois, parce que on l'a dit, entrepreneur c'est quelque chose qui n'est pas facile, où tous les jours tu prends des grandes claques dans la figure et il faut essayer d'aller au-delà de ça pour trouver du bon dans une situation, mais ça marche pas tout le temps comme ça, et il y a parfois l'émotionnel qui prend le dessus. Donc toi, comment tu pilotes tout ça? Bah justement, depuis qu'on en a parlé, j'essaie des techniques de méditation différentes. J'ai une app et tous les jours j'essaie un mec différent. C'est quoi le nom de... Je suis sur Mind Valley. Mind Valley, ouais. Et ouais, il y a une autre qui s'appelle t'as Calm, Mind Valley, Headspace, et la dernière c'est... Ah, c'est quoi le nom? Je sais plus, une autre, c'est Sam Harris, je sais pas si tu connais, c'est un mec aux Non. US qui parle beaucoup de méditation d'esprit. Je connais Petit Bambou. Ouais, Petit Bambou c'est celle en français, mais moi je l'ai fait tout en anglais, du coup je n'utilise pas trop Petit Bambou. Ok. Mais ouais, donc c'est des styles de méditation différents, et t'as aussi de la visualisation, t'as des exercices de gratitude, etc. Donc c'est pas juste de la méditation. J'essaie de varier, et puis je refais les trucs qui marchent le mieux. J'ai 2 types de méditation, je dirais, principaux. Le premier où c'est juste tu te concentres sur la respiration. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi ça fonctionne la méditation, et ça les repousse. En fait, on peut pas faire quelque chose si on n'est pas convaincu que ça fonctionne. Il y a personne qui va réussir à être musclé en allant à la salle en étant convaincu que ça sert à rien de soulever des poids. Tu vas jamais avoir l'assiduité nécessaire, la discipline, tu vas faire les exercices à moitié. La méditation, c'est la même chose. Il y a énormément de personnes qui partent. Leur avis de base, c'est ça ne marche pas parce qu'ils ne comprennent pas comment respirer, pourquoi ça me ferait me sentir mieux, pourquoi ça améliorerait mon focus. Il n'y a aucune raison que ça marche. Et donc, ils n'arrivent jamais à le faire pendant assez longtemps ou avec assez de concentration pour que ça marche. Et donc, ça ne marche pas. C'est une prophétie autoréalisatrice. La méditation, en fait, on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, mais une des explications, c'est que ça active une certaine zone de notre cerveau quand on se concentre sur notre corps, sur notre respiration, qui est en désaccord, qui est la partie inverse du cerveau qui est activée de quand on stresse. Je donne un exemple simple. Quand tu as peur, quand tu es stressé, comment est-ce que tu respires? Ok? Et donc, si tu fais l'inverse, si tu fais... Ça donne le signal à ton cerveau que la situation, le monde, l'environnement qu'il y a autour de toi est l'inverse de quelque chose de stressant. Et donc, ton cerveau va déstresser, les hormones du stress vont se réduire, la capacité de focus va être augmentée, et ça a de nombreux effets bénéfiques sur le moment, mais aussi sur tout le reste de ta journée. Faire de la méditation, c'est l'équivalent de, par exemple, faire de nouveau, on peut reprendre la musculation. La musculation, tu soulèves des poids intensément pendant 1 heure, mais après, tu es plus musclé, ton corps fonctionne mieux pendant toute la journée. La méditation, c'est la même chose, tu te concentres à fond sur ta respiration, être dans le moment présent pendant 10 minutes, et ensuite, toute ta journée va mieux. Et donc, j'ai cette méditation que je fais tous les matins, où le principal objectif, c'est rester concentré sur sa respiration. Ensuite, je vais avoir des fois de la méditation que je fais si... après, moi, c'est spécifique, parce que j'ai eu des problèmes de santé l'année passée qui font que je suis un petit peu plus fragile mentalement, je pense, que je l'étais. Et donc, ça peut m'arriver d'avoir pas mal d'anxiété, ou voilà, d'être assez dépressif. Et il y a pas mal de personnes qui comprennent pas, c'est un truc de fou, hein, les problèmes. Moi je suis le premier, de toute ma vie j'étais là, mais mec, moi jamais je pourrais déprimer, jamais je pourrais avoir une dépression. Je pensais que c'était pas possible. Parce que j'étais là en mode, si t'es déprimé, tu fais les choses quand même, c'est pas grave, je m'en fous de mon état mental. Et au pire tu médites, ou je sais pas, tu fais quelque chose, genre, je pensais que la plupart des gens, et je pense que c'est quand même le cas, je pense que la plupart des gens qui sont déprimés, c'est parce qu'ils ont de mauvais discours mentaux, ou que
ils font pas les efforts nécessaires pour sortir de l'état dépressif qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein. Et le problème c'est que tout le monde, en fait, les gens mettent tout le monde dans le même panier. Mais tu as aussi des personnes qui ont pas de discours interne négatif, qui se forcent à penser de la bonne manière, qui font de la méditation, qui se forcent à aller au travail quand même s'ils sont pas bien, à aller faire du sport quand même s'ils sont pas bien. Et je peux t'assurer que tu peux faire ça et quand même être au fond du trou et de te sentir mais tellement mal toute ta journée, que ce soit à cause du stress, de l'anxiété ou de la dépression, et que c'est en dehors de ton contrôle. Tout le monde peut comprendre que tu peux avoir le genou pété, mais personne n'arrive à comprendre que tu peux avoir le cerveau pété. Mais il y a des fois où, à cause de ta vie, ou même à cause de ton corps, ou à cause de ce que tu manges, ton cerveau se casse et tu as besoin de temps. Comme quand tu te casses le genou, ton corps a besoin de temps pour réparer son genou. Il faut aussi faire de la physio. Donc il faut aussi faire des exercices, il faut aussi prendre soin de ta vie, prendre soin de ton esprit, prendre soin de ta santé mentale, ça va accélérer la guérison, mais ton corps il a juste besoin de temps. Tu vois, tu fais la physio pour le genou, mais le lendemain ton genou ne va pas être réparé. Et moi je sais que des fois il y a des moments où sans raison, aucune raison, ma vie va parfaitement. Je suis à Cannes avec une vue incroyable sur la mer, je gagne des millions d'euros tous les ans, j'ai plein de personnes qui m'aiment, j'ai tout ce que j'ai rêvé dans ma vie, et je peux être méga stressé de nulle part, genre ça arrive comme ça d'un seul coup, où je suis déprimé. Et là, dans ce genre de moment, la méditation c'est super utile. Et là je fais un autre type de méditation, c'est le box breathing, ça s'appelle, je sais pas si tu connais, où tu inspires. Et tu mets un coup de poing à chaque fois? Non, non, c'est box, la boîte. Ah, ok. Et donc tu inspires, tu visualises en train de monter le long d'une boîte, tu hold, tu stops ta respiration, et pendant 2 secondes, tu t'imagines en train de passer de gauche à droite sur la boîte. Ensuite tu expires, tu descends, tu hold pendant 2 secondes, et tu t'imagines vraiment faire le tour de cette boîte et tu respires en même temps. Et ça, je le fais pendant 5 minutes, et si je suis stressé ou si je suis déprimé, ça me sort en général de cet état mental négatif. Donc c'est plus voilà, en fonction du moment, je vais faire ce deuxième type de méditation. Et après tu as les visualisations, les exercices de gratitude. Ça c'est un truc qui est tellement sous-coté, et je t'en ai parlé, je le fais de plus en plus, je me renseigne là-dessus, parce que je pense que tout le monde parle de l'exercice physique, où on est au courant qu'on peut améliorer notre corps, nos muscles, etc. Mais personne parle de l'exercice mental. Et en fait on peut améliorer notre cerveau. Et je pense que la visualisation, c'est la salle de sport du cerveau, en fait, et j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Parce que la dernière fois, on avait vite fait échanger sur le biohacking, parce que c'était un truc que moi, je suis tout simplement passionné par ça. Ouais. Et on était venu à parler de biohacking parce qu'on parlait de la fragilité de la vie, que les gens prenaient de moins en moins attention à leur santé, et que ces attentions qu'ils ne se donnaient pas maintenant, se payaient plus tard dans le temps. Et est-ce que, tu me disais que en 2020, c'était une année qui n'était pas forcément folle. Ça a un rapport direct avec cette prise de conscience par rapport à, je sais pas, des décès ou des choses comme ça qui sont subvenus ou... Le fait que je fais plus attention à ma santé. Ouais, ou que du coup il y a toute cette phase ensuite qui a suivi en 2020 qui n'était pas forcément terrible. Oui. Alors, non, c'est pas 2020-2022. Ok. Non, 2020, tout allait bien. C'était la bonne. Et même maintenant, tout va bien. J'ai de la chance, je suis sorti de cette période difficile. Bah oui, à 100%. Quand tu te réveilles un matin et que tu fais des crises d'anxiété, tu fais de la déréalisation, qui est une forme extrême d'anxiété, et que tu comprends pas, parce qu'il n'y a aucune raison, tu essaies de trouver des solutions partout. Moi j'ai compris que c'était, je pense, à 100% ou en tout cas en grande partie lié à un problème de santé que j'avais au niveau de la thyroïde, etc. Mais le problème c'est que je pense que ça a fragilisé mon cerveau sur le long terme, quoi. Et donc du coup, même si je me suis fait opérer, j'ai toujours des séquelles en quelque sorte, mais j'ai très vite remarqué qu'il y a plusieurs choses qui amélioraient comment je me sentais quand j'étais vraiment pas bien. Parce que quand tu es en train de faire une crise de panique tous les jours, tu as envie de te sentir mieux, tu vois, genre, t'es vraiment, il faut que tu te sentes mieux parce que c'est intenable. Et donc tout ce que tu peux faire pour te sentir mieux, tu le fais. Et tu comprends qu'aller à la salle, ça te fait te sentir mieux, du coup tu vas plus à la salle. Tu comprends que méditer, ça te fait te sentir mieux, du coup tu médites plus. Tu comprends que manger sainement, ça te fait te sentir mieux, du coup tu commences à manger sainement. Et tu te renseignes, et du coup j'ai découvert que prendre certains compléments alimentaires, ça m'a amélioré ma santé sur le moment présent, mais aussi pour le futur.
Et avoir une certaine routine, ça faisait la même chose. Et toutes ces habitudes-là, j'en avais déjà une partie, mais je suis allé encore bien plus profond pendant cette période difficile. Et aujourd'hui, je sais que j'ai plus besoin de prendre tous ces compléments alimentaires. J'ai plus besoin de faire super gaffe à ce que je mange. J'ai plus besoin forcément de prendre des douches froides, de faire la méditation, tout ce genre d'habitude, de faire de la gratitude. Ma journée se passe normalement, même si je le fais pas. Mais si je le fais, je suis encore tellement mieux, et donc je continue à le faire. C'est un tout qui va ensemble. Exact. Okay. Et ce genre d'habitudes, en fait, elles sont très utiles quand tu te sens très mal, parce que ça te permet, ou même juste mal, ça te permet de te sentir normal quand tu te sens mal. Mais si tu te sens normal et que tu les fais quand même, ça te permet de te sentir bien. Et je sais que si je fais toutes mes routines, je mange sainement, etc., je me sens vraiment bien, je pense bien mieux que la plupart des gens. Alors qu'à l'époque, j'avais peut-être pas ces habitudes, et donc je me sentais comme la plupart des gens, où t'es pas malheureux, mais t'es pas spécialement bien non plus dans tes journées, quoi. Et on arrive vers la fin. À peu près, il me reste 2 questions assez solides. C'est souvent à ce moment-là en fait où on permet de vraiment rentrer dans la tête des gens. Et c'est des questions que j'aime bien poser dans des conversations profondes. C'est pour toi, avec l'expérience que tu as acquise maintenant, quelles seraient les potentielles choses, s'il y en a, qui peuvent se passer dans le après? Là, tu vis, tu profites, tu te développes. Moi, je suis convaincu qu'on est dans une simulation, mais ça, c'est encore une autre discussion. Mais pour toi, quand tu vas, par exemple, nous laisser, dans quelques années, les plus tard possible, comme tout le monde ici, qu'est-ce qui, pour toi, se passe après? Et est-ce qu'il y a quelque chose ou... Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, moi, depuis que je suis vraiment jeune, j'ai été athée longtemps. Maintenant, je suis agnostique. Mais moi, ma supposition, c'est que on a tous vécu ce que c'est d'être mort. C'était avant qu'on naisse. Et je pense qu'on est tous convaincus qu'avant qu'on naisse, il n'y avait rien. Et du coup, je pense qu'après qu'on meurt, il n'y a rien. Maintenant, c'est ce que je t'aurais affirmé avec conviction il y a quelques années, en étant athée. Et je suis plus athée, je suis agnostique. Juste pour ceux qui n'ont pas la référence. Athée, c'est quand tu penses que Dieu n'existe pas. Agnostique, c'est quand tu dis que tu sais pas, mais qu'il n'y a pas de raison qu'il existe non plus, quoi. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas, il n'y a pas de raison qu'il existe, donc je ne sais pas. Et c'est mon avis. Donc, si je devais parier, je pense qu'il n'y aurait rien après la mort, mais j'ai pas l'arrogance d'être sûr de moi, étant donné que je sais que je suis qu'un vulgaire humain et que malheureusement notre intelligence est limitée et que donc je ne peux pas tout savoir. Je peux par exemple pas comprendre ce que c'est quelque chose d'infini. C'est un concept que le cerveau humain n'arrive pas à comprendre. On peut pas comprendre qu'il y a des choses qui ont toujours existé. On se dit c'est quoi le début de l'univers? Il faut qu'il y ait un début. On se dit c'est quoi la limite de l'univers? On peut pas se dire que c'est infini. Et du coup, je sais que peut-être que je comprends pas ce qui se passe après la mort et peut-être qu'il se passe quelque chose. Et je pense que l'idée que c'est une simulation est aussi une très très bonne idée. Je pense qu'elle est très probable. Mais je n'ai pas assez d'éléments pour être certain de quoi que ce soit. Du coup, je pense que si je vis avec mes valeurs, si Dieu existe, s'il y a quelque chose après la mort, si je me réincarne dans toutes les théories qui existent, si je vis en accord avec mes valeurs, il y a quand même pas mal de chances que ce soit positif pour moi après. Donc voilà, je pense pas que... Ça me paraît quand même très improbable que Dieu, s'il existe, punisse les personnes qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient juste parce qu'ils n'ont pas cru dans la bonne religion, tu vois. Donc même si une religion est vraie, je me dis que Dieu étant une personne bonne, si tu as fait du mieux que tu pouvais et que tu as essayé d'être une bonne personne, il pensera quand même que il faut pas trop te punir. Très profond. Et j'ajouterais, pour la dernière question, si cette fois-ci tu devais disparaître, mais qu'on avait la possibilité d'avoir un programme qui te permet ensuite de revenir au monde sous la forme que tu es maintenant, 200 ans après. Ok. Est-ce que tu le suivrais ou pas? Pour découvrir ce qui peut se passer 200 ans après. Bien sûr que oui. Il y a des gens qui le feraient pas, tu penses? Il y en a qui... Après, il y a beaucoup de personnes qui sont religieuses aussi, que j'ai eu l'occasion de discuter. Donc il y a la religion qui rentre en compte. Puis après, il y a le fait de se dire, je vais quand même être déconnecté 200 ans après de ce qui va se passer. Peut-être que l'IA aura connu une sorte de grosse évolution. Moi, je kiffe l'idée d'arriver dans un monde qui est complètement différent. C'est trop stylé. Bon, après, faut juste éviter. Faut juste espérer que ce soit pas un monde horrible, mais
Non, enfin, tu sais, je pense que la vie est difficile, mais je pense que la vie est belle. Et du coup, plus je peux la vivre, plus je le ferai. Et plus je peux vivre de choses différentes, plus je le ferai. Euh, je pense que c'est ça, tu sais, je pense que tu as réussi ta vie tant que tu te dis que tu aimerais la revivre. Tu vois. J'ai presque envie de finir sur ça, tu vois. Ouais. Ouais. Ben écoute, ouais, je pense que de toute façon là-dessus, il y a tellement de chemins qui sont encore possibles et qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'en a pas la capacité, Ouais. que c'est aussi ça qui fait que on aime vivre des moments présents avec tout le monde, peu importe les différentes situations, et qu'il faut savoir être ici et maintenant pour pouvoir ensuite s'éveiller et rester ouvert à toutes les prochaines opportunités qui peuvent apparaître. Donc je sais pas si toi tu as un dernier message pour tout le monde qui peut nous regarder, un truc que tu n'aurais peut-être pas forcément dit mais que ça t'aurait ouvert les yeux sur cette interview. Tu sais, j'ai toujours le même message, moi. J'essaie de le répéter dans tous les interviews. Et bah ça peut être le moment. J'ai envie que les gens, s'ils voient ma tête, ils pensent à ce message-là. Non, mais moi, mon but, et ça a toujours été mon but en faisant des vidéos comme ça, etc. Je vais pas faire l'hypocrite comme je l'ai dit avant. Ouais. Moi, je le fais aussi pour gagner de l'argent. J'adore l'argent, j'ai envie de gagner le plus possible. L'argent, c'est quelque chose de magnifique, ça te permet de faire plein de choses. C'est ouf que dire le fait, j'adore l'argent, tu vois. Je le dis, il y a une petite tension, tu vois. C'est que socialement, c'est pas vraiment accepté. Mais c'est n'importe quoi. L'argent, c'est une ressource. En fait, c'est bien des fois de revenir à la base pour comprendre ce que c'est l'argent. L'argent, la base, c'est quoi? La base, c'est on est une tribu. Et de base, on est des tribus nomades, donc il y a des gens qui se spécialisent dans plein de trucs différents. Il y a le mec qui va chasser, il y a le mec qui fait les habits, il y a le mec qui fait les couteaux, il y a le mec qui fait à manger, etc. Un mec, homme ou femme, quoi. Et du coup, on vivait comme ça. Ensuite, on a découvert l'agriculture, on s'est sédentarisé, on a arrêté d'être des nomades, et du coup, on a commencé à se spécialiser parce qu'on a commencé à être plus grosse communauté, du coup. On peut pas juste être tous potes et ah oui toi t'es le mec qui fait les habits du coup je te file un habit et puis toi t'es le mec qui chasse du coup tu partages la bouffe, on peut plus fonctionner comme ça, on se connaît pas tous. Donc on a dû commencer à s'échanger les choses, commencer à faire du troc. Ok, tu me files cette fourrure, moi je te file ce bout de viande, etc. Mais c'est pas pratique parce que une fourrure et un manteau de fourrure ça vaut peut-être, je sais pas, 20 morceaux de viande, donc c'est la merde, on peut pas, le chasseur il peut pas commencer à troquer ses bouts de viande, etc. Donc on s'est dit, et si on prenait un truc, et même ça s'est fait par hasard, qu'on peut échanger quand on a de la valeur, quand on a un bien, quand on a quelque chose, on échange cette chose-là contre X, par exemple, je sais pas, des bouts de métal, des petites pierres précieuses, voilà, pour une pierre précieuse, et ensuite je peux prendre les pierres précieuses et les rééchanger pour avoir tout ce que je veux. L'argent c'est ça. C'est juste un moyen de faire du troc, c'est un moyen de créer de la valeur toi-même, créer quelque chose que les autres personnes ont envie d'avoir, et en échange tu reçois de l'argent, et ensuite tu utilises cet argent pour acheter des choses qui ont de la valeur pour toi. C'est tout. Et donc oui, j'aime l'argent, parce que j'aime la valeur. Tu vois, j'aime avoir de la valeur, j'aime créer de la valeur et la donner aux gens, et j'aime recevoir de la valeur. Donc j'aime l'argent. Donc oui, mais la valeur est toujours monétisable pour toi? Ouais. Okay. Bah, presque toujours, ouais. Dans le sens que si par exemple je t'amenais, je sais pas, un présent, il faut que ce soit quelque chose qui soit peut-être un peu plus cher, ou alors que ce soit une expérience ou quelque chose qui soit inédit. Ok, mais j'ai pas compris. Ah, ou alors c'est différentes formes de valeur. Toi, ouais, c'est moi qui n'ai pas forcément compris. Pour moi, la valeur, je comprenais sous le sens que tu disais que à partir de l'argent, du moment où tu as beaucoup d'argent, tu peux faire ce que tu veux et de toute façon, ça va te ramener des choses. Mais aussi, pour moi, il y a aussi un deuxième exemple de valeur, c'est la valeur qu'on va pouvoir t'apporter au travers d'une discussion, d'expérience et tout ça. Toi, pour toi... Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de valeurs et qu'il y en a... Souvent, tu peux répliquer presque tous les types de valeurs avec de l'argent, mais souvent, c'est moins beau, c'est moins pur, c'est... tu vois, un exemple typique, c'est le sexe, par exemple. Ouais. Genre, tu peux le répliquer avec de l'argent, mais c'est pas la même chose. Donc oui, non, il y a pas mal de
de valeurs qui ne peuvent pas être achetées. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, de relation et tout ça. Ouais. Mais je disais pas ça par rapport à ça, je disais juste que du coup l'argent c'est un moyen d'avoir de la valeur, c'est rien de plus d'échanger de la valeur. Et vu que si t'aimes la valeur, ben t'aimes l'argent et tout le monde aime l'argent. Enfin, il y a plein de gens qui mettent des émotions sur l'argent, mais en fait non, enfin, ils mélangent tout. Ils confondent ce que certaines personnes font avec l'argent pour l'argent. Tu vois, mais c'est pas ça, l'argent, tu en fais ce que tu veux. Et donc oui, moi je fais ce que je fais pour l'argent, je fais des vidéos YouTube pour l'argent, mais j'aime aussi le faire parce que j'ai envie de passer le message au plus grand nombre de personnes possible qu'il faut croire en soi. J'ai envie, tu vois, le gamin dont on parlait, c'est la même chose. Ce gamin, je le kiffe parce que c'est mon message. C'est croyez en vous, essayez de faire ce que vous pouvez faire, ça va pas forcément marcher, mais une belle vie, c'est une vie où on essaye, on apprend de nos erreurs et on continue. Et c'est pour ça que je dis, si vous travaillez tous les jours en fonction de vos objectifs, vous vous améliorez, vous continuez, vous persévérez, le succès n'est qu'une question de temps. Voilà. Ça, c'est un beau message pour finir. En tout cas, je te remercie d'être venu là. Ça fait un moment qu'on devait réorganiser tout ça et tout. Yes. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Je pense que beaucoup de personnes ici vont regarder cette interview avec attention et prendre tous les petits messages à droite et à gauche qui y sont. On peut te suivre sur les différents liens qui sont dans la description. Merci. Tu veux donner autre chose en plus ou pas? Non. Parfait. Donc merci à tous pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner. Et merci encore. Belle journée à tous. Ciao.